Je suis ravie donc de cette... J'ai même pas compté le nombre de séances, on est à notre 4e jour de festival avec l'association Rencard de Méliès. Voilà, je suis vraiment ravie de vous présenter ce film en particulier et je vous invite à accueillir sa réalisatrice Anne Siro. Merci beaucoup de venir à la rencontre du film. Voilà, c'est notre premier, avec Raphaël Balboni qui est mon co-réalisateur, c'est notre premier travail en long format. Donc voilà, on est ravis de le transmettre. Il a mis du temps à rencontrer le public parce qu'il a été freiné par la crise sanitaire. Et donc voilà, ça a juste augmenté notre impatience et on est ravis que le film vous rencontre enfin. Et ensuite, moi je suis là, je préfère pas trop parler avant que vous ayez vu le film. Donc je reviens après la séance, il y a une séance de questions-réponses et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Et je pense qu'il y en aura. Je vous souhaite une très bonne séance à tous et à toutes. Merci. Bonne projection. Et on se retrouve tout à l'heure. Anne Siro. Je vais poser là ou les 2-3 premières questions. Alors, on laisse, notamment les membres du jury qui vont délibérer, je crois. On vous laisse évidemment revenir un petit peu à la réalité. Dès que vous avez des questions, des remarques, des choses à dire, n'hésitez pas à lever la main. Je vous envoie le micro. J'ai... une des grandes singularités de ce film, c'est sa façon de nous... On entre vraiment dans la comédie, et puis ensuite il y a cette émotion très, très, très forte qui arrive sans du tout se départir de cette joie et de cet humour. Et on ne peut pas vraiment le résumer en disant que c'est un film sur la maladie mentale. Est-ce que c'est plus un film sur ce que c'est que de faire couple face à une épreuve, ou de devenir un trio qu'on n'attendait pas, l'histoire de ce couple qui pensait avoir un enfant et qui finalement se retrouve avec la garde d'une certaine façon de cette mère. Quel était le désir pour toi de récit à l'origine? Alors l'envie de faire le film, elle est vraiment née d'une aventure personnelle qui a des choses en commun avec l'histoire de fiction qu'on a proposée. Ensuite, j'ai l'impression que le désir de transmission, il provient du fait qu'on a dû composer avec quelque chose qui nous apparaissait comme très problématique au départ, et qu'en fait, en absorbant la réalité de cette situation, on a été amené à vivre des choses intenses, mais de tous les côtés du spectre, en fait, autant de choses douloureuses que de choses très joyeuses, que de choses très burlesques, que de choses qui ont amené à des grands moments de réflexion et de conversation. Et du coup, on s'est dit, on voudrait vraiment essayer de transmettre la variabilité de l'intensité de cette aventure-là. Parce que je pense que, voilà, nous, au début de l'aventure, on se disait ça va être que des problèmes, ça va être que dur. Et qu'en fait, dans la réalité du voyage, c'était rempli de beaucoup de... C'était très substantiel et c'était rempli de beaucoup de choses qui nous ont peut-être aidés à nous assagir ou à avancer. En fait, c'était une forme de prolongation de l'éducation. Et du coup, dans cette approche que tu disais, y compris burlesque, notamment bien sûr à travers la mère et la façon dont son corps et la façon dont elle commande son corps se transforme, etc. Le choix des 3 comédiens principaux, j'imagine, a été quelque chose de central dans le travail, parce que bien sûr ils portent le film, mais c'est cette façon d'aller de l'humour à on va pas dire au drame, mais enfin en tout cas à quelque chose de très fort. Comment est-ce qu'il s'est fait ce choix et comment est-ce que vous avez travaillé avec eux en amont?
Alors nous, sur tous nos projets, on travaille avec les comédiens très tôt. Donc en fait, une fois qu'on a une ébauche de l'histoire, on les fait vite rentrer dans le jeu, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, on a une ébauche d'histoire, on ne sait pas exactement tous les endroits, toutes les scènes par lesquelles l'histoire va passer, mais avec les scènes qu'on a, on va déjà essayer de vous faire travailler. Et du coup, très vite, on a des scènes qu'on sait qu'on veut pour le film, même si ce ne sont que quelques scènes, et on les expérimente avec eux. Et ça va nous donner aussi une espèce de base on va se dire, ah, ils sont comme ça, voilà comment ils fonctionnent, quand ils sont tous les deux ensemble, ils ont tendance à être spontanément à proposer ça. Et du coup, ça nous donne beaucoup d'appui pour réécrire les autres scènes qui manquent, ou pour retravailler les scènes qu'on a déjà. Et vu comment on fonctionne, on a besoin quand même d'avoir une grande complicité artistique avec ces gens-là. Et du coup, on fait notre casting de façon... on ne fait pas de cast où on voit plein de gens. Par exemple, on va décider de travailler avec un tel, une telle. Et on sait que le scénario et l'histoire vont du coup beaucoup s'adapter à qui sont ces comédiens en tant que personnes. Et du coup, on y va doucement. On a commencé par... On savait qu'on voulait travailler avec Jean Lepelletier, qui est un comédien surtout de théâtre, mais avec qui nous, on avait déjà fait 2 courts-métrages. Donc on savait... Mais par exemple, au début, on ne savait pas s'il allait être l'enfant ou le bel enfant, par exemple. Mais on savait qu'on voulait travailler avec lui. Et ensuite, on l'a mis en duo avec Jo Dezer, qui est une actrice de théâtre. Et on s'est dit, mais en fait, il va être le fils de Jo, parce que c'est ça qui va... c'est là qu'il y a quelque chose qui sonne bien, qui résonne. Et en fait, c'est comme ça, c'est un peu en mosaïque comme ça qu'on travaille. Et puis après, on a rajouté... il fallait une compagne à Alex, et on a rajouté Lucie. Et puis il fallait un aide-soignant et on est allé chercher Jérôme, mais on ne décide pas depuis le début tout le monde avec qui on travaille. On commence petit et puis quand on a besoin de travailler une scène avec l'aide-soignant, là on s'interroge sur avec quel comédien on a envie de travailler cette chose particulière-là. Donc on pourrait dire que les acteurs participent un peu d'une certaine façon, pas participent à l'écriture, mais nourrissent l'écriture du film. Oui. En fait, nous, on les sollicite et nous, par exemple, sur ce film-là, on a fait 20 jours de tournage, mais on avait fait 19 jours de répétition en amont. Donc ça veut dire que c'est 19 jours éparpillés sur 1 an et demi, donc on les sollicite de temps en temps. Mais c'est des moments clés parce qu'on arrive à un certain stade de l'écriture, on se dit là, il faut cet endroit-là, il faut qu'on l'explore avec les comédiens pour l'approfondir. On fait un peu de plateau avec eux, des répétitions, nous on répète dans les décors et puis on filme les répètes, donc on fait une espèce de brouillon du film, et donc on fait un espèce d'aller-retour comme ça entre notre brouillon et notre scénario au papier. Et à chaque fois qu'on tombe sur un endroit où on n'est pas très satisfait, ça peut être par exemple une raison pour dire bon là on lance une répète et puis on voit vraiment ce que ça donne quand on met les acteurs dans la situation précise et comment nous on doit la filmer pour que ça passe, pour que ça marche. Alors, moi j'ai deux petites questions, mais toujours sur la mise en scène. Quel est votre parti pris quand vous nous montrez les coupes? Au début, tout le côté haché, comme ça. Et le deuxième parti pris esthétique, qui est très beau, mais c'est à quoi correspond le fait que le tissu gagne comme ça progressivement du terrain? Et est-ce que vous avez pensé à l'écume des jours ou pas du tout? Alors pour la première question, donc le jump cut, donc en fait nous on monte nos films comme ça, c'est-à-dire que normalement on peut pas, enfin c'est quelque chose qu'on propose, et c'est-à-dire de couper dans le même axe, c'est-à-dire on fait une espèce de micro-ellipse dans la conversation et paf on passe à 1 minute après, et c'est un mode de montage qu'on emploie nous depuis nos cours parce que ça nous permet de laisser beaucoup de liberté aux comédiens. On leur demande jamais en fait de faire une prise parfaite. On va leur dire même si vous sentez que vous prenez les pieds dans le tapis au début, c'est pas grave. Servez-vous de votre maladresse pour la suite de la prise. Ça va peut-être faire surgir quelque chose d'intéressant. Donc on n'est jamais en train de demander la prise parfaite du début à la fin. On est en train de leur dire nous là on récolte. Donc on fait pas énormément de prises. On va faire 3, 4, 5. Et en fait, on va grappiller les meilleures choses, les moments les plus vrais, les plus justes, et on va les coudre ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on travaille comme ça. Et la raison pour laquelle on le met de façon très visible au début, c'est pour que le spectateur
soit au courant de ça. Voilà, et donc qu'il ait le code le plus vite possible et que du coup que ça passe par la suite, qu'on accepte ce mode de fabrication depuis le départ. Et pour le tissu dans la chambre qui envahit tout l'espace, alors c'est une idée qui n'est pas arrivée, c'est une idée qui est arrivée assez tard dans le processus. Et en fait, on se disait, cette fantaisie qu'amène Suzanne, en étant malade, cette façon d'être qui nous interpelle sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, on se dit, il faudrait que ce questionnement de fond que pose Suzanne en étant dans cet état-là, et la manière dont elle challenge ses proches, il faut que ça vienne grignoter formellement le film, il faut que ça vienne aussi bousculer la forme du film. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, donc c'est par Suzanne que ça arrive, cette volonté de faire une espèce de transformation, enfin qu'il y ait une contamination formelle, et donc ça arrive par la housse de couette qu'elle achète avec l'argent qu'elle n'a pas vraiment, et donc cette situation petit à petit prend de plus en plus de place dans leur intimité et devient ultra présente, devient oppressante, jusqu'à ce qu'ils arrivent à chevaucher le cheval de la réalité de leur vie, quoi, et tout embarquer ensemble et d'amener la maladie de Suzanne dans le flot de la vie. Donc pas l'écume des jours. Oui, l'écume des jours. Alors nous, on n'y a pas pensé directement. Ensuite, il y a des grandes œuvres qui font partie de notre culture collective et qui sont là, qui sont constituantes de nous, et donc qui, peut-être, mais pas consciemment. Merci. Peut-être te parler de toutes ces séquences qui sont où le couple ou le trio fait face à une entité extérieure, un banquier, un médecin, etc. Ce choix-là qui donne vraiment une identité forte à ces séquences, et puis c'est très inhabituel en fait d'être dans ce rapport-là. Nous face à eux, un peu à la place du banquier ou du médecin, avec aussi cette unité de couleur qui rappelle qui évoque la scène, enfin qui fait écho à la scène de la chambre. Pourquoi du coup ces choix sur ces séquences-là? Ça, c'était un choix qui est arrivé par contre assez tôt, parce que donc nous, on voulait vraiment être, on cherche toujours à être très économe au niveau de la on aime bien travailler notre économie de production, et donc du coup là on s'était vraiment dit il y aura 2 décors principaux et tous les autres décors seront dans un petit périmètre très petit par rapport aux décors principaux, et donc il y avait cette question de tous ces endroits, la banque, et on se disait mais en fait dans la fiction c'est toujours codé ces moments-là, le spectateur est toujours au courant qu'on a mis un stéthoscope autour du cou d'un acteur, enfin, c'est toujours du code. Et on s'est dit, de toute manière, quitte à faire du code, autant proposer un autre code qui est le nôtre, et en fait qui aura la même fonction. Et bon, c'est pas très long de comprendre qu'on est dans le cabinet du gynéco, donc on s'est dit, en fait, voilà, ça va suffire, on va juste établir ça comme code. Et ce qu'on aimait aussi là-dedans, c'est que c'est des moments importants dans le récit, c'est à chaque fois il y a à chaque fois des choses importantes qui se passent pour les personnages, et ça permet aussi de focaliser l'attention sur l'expression des acteurs et sur leur réaction, et donc d'être dans quelque chose, voilà, que le regard soit très précis, quoi, soit pas du tout distrait. Dans l'idée où l'éventuel contre-champ sur le professionnel apporterait pas grand-chose dans ce cas-là. Bon, le professionnel, il nous apporte de l'information, il nous apporte des choses qui sont pas... On n'a pas besoin de savoir émotionnellement comment le banquier ou la gynéco se sent à ce moment-là. C'est vraiment le parcours émotionnel de nos personnages qui nous intéresse. Donc oui, on n'a pas ressenti le besoin de montrer les autres choses. Peut-être te demander aussi, comme tu es co-réalisatrice du film, et vous avez déjà réalisé plusieurs courts-métrages, à deux, est-ce qu'il y a une façon de travailler à deux qui est précise, qui pour vous est déterminée, ou comment est-ce que vous fonctionnez en fait? Est-ce que chacun a une tâche
un peu différente, ou est-ce que vous passez la balle? On n'a pas vraiment de tâches déterminées. On fait beaucoup de choses. En fait, nous, comme on se prépare beaucoup et qu'on a ce brouillon, cette maquette de film, on fait énormément de choses en amont, c'est-à-dire qu'on va regarder la maquette, on va dire ok, ça on n'est pas content, tu n'es pas content, ou moi je suis pas contente, et on va de toute manière, s'il y a un mécontentement, une insatisfaction d'un côté ou de l'autre, on va revoir ce moment. Et du coup, comme on prépare très très fort, il y a la place pour la concertation avant. Ensuite, sur le plateau, on se concerte pas. C'est-à-dire que si les acteurs, on a pris c'est fini, on va tous les deux vers les acteurs et ils ont une espèce de stéréo de nous deux. Et en fait, ça va. Enfin, en fait, au début, on prenait bien soin de se mettre d'accord sur nos retours. En fait, ça prenait trop de temps et c'était un peu laborieux. Et on s'est dit, c'est pas parce que j'exprime une chose et que Raphaël exprime la chose pas tout à fait pareil qu'on va pas réussir à trois à comprendre comment retourner le problème pour trouver la voie quoi, pour l'acteur. Donc souvent ça devient une petite discussion à trois sur le plateau et voilà, ça se passe sur le moment. Ensuite Raphaël est aussi le monteur du film avec Sophie Vercreuz. Donc quand on arrive en post-production, Raphaël est sur le banc de montage, Sophie est sur le banc de montage et moi je suis dans cette position du réal de montage avec les deux. Donc voilà, à cet endroit-là, il y a une petite variation dans la façon dont on s'empare du film. Pourquoi vous avez choisi la profession artistique pour la mère? En fait, c'est quelqu'un ce qui est important pour nous par rapport à la mère, c'est qu'elle a une passion pour l'art que la maladie ne va jamais abîmer. Donc la maladie, elle va enlever beaucoup de choses de son intelligence, de sa capacité à gérer, mais par contre, elle va jamais enlever ça. Et du coup, on avait besoin que ce soit quelqu'un qui ait une passion très forte, ancrée dès le départ, et qui ne la lâcherait jamais. Et du coup, voilà, c'était important qu'il y ait c'était important pour nous qu'elle ait ce poste-là, parce que ça racontait quelque chose d'elle, ça racontait quelque chose de très fondateur chez elle, qui ne serait jamais abîmé. Je me permets. Bon, moi, j'ai oublié de vous dire que j'avais adoré. Déjà, merci beaucoup. Et est-ce que ce que j'appellerais la visibilité de la mise en scène, c'est tout le côté un peu formel avec tous ces tissus et tout ça qui est super réussi, est-ce que c'est aussi pour mettre à distance l'émotion et que ça devienne et que ce soit pas mélo, c'est un sujet âpre, etc., que du coup il y ait toujours une distance? Alors nous, on aime beaucoup le naturalisme dans les échanges entre les acteurs, par exemple, ou dans la manière de parler, et c'est aussi pour ça que nous, par exemple, on ne fixe pas les dialogues, c'est-à-dire que les situations sont répétées, écrites, mais pas dans le détail de chaque réplique. Donc ça, nous, on va chercher à avoir un certain naturalisme à cet endroit-là. Par contre, à d'autres endroits, on a vraiment besoin de ne pas être là-dedans. Alors, je sais pas, c'est sur tous nos projets, on a toujours des endroits où c'est très manifeste qu'on est en train de fabriquer une histoire, qu'on est en train de fabriquer un film, qu'on est en train de fabriquer un récit avec des images et du son. On a toujours ressenti ce besoin de le rappeler. Même si, par ailleurs, on peut être vraiment on a vraiment envie que le naturel prenne toute sa place. Mais voilà, bon, j'ai l'impression que de toute façon, on essaye de tresser des choses... on essaye de tresser entre le naturel et l'artificiel, on essaye de tresser quelque chose pour donner un objet qui nous paraît vivant, qui on espère est vivant, et que nous, c'est un peu... voilà, c'est comme ça que les deux choses viennent se mettre ensemble. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film, et en effet, je voudrais revenir sur ce que vous appelez le formalisme. Je trouve que c'est très lié finalement à l'utilisation de la profession artistique de cette femme. En particulier, j'ai beaucoup aimé votre relation avec l'œuvre de Sandrine Roland. Cette espèce de tissu qui se fait, se défait, se déchire. Moi, j'y voyais la représentation de l'esprit de Suzanne qui se fait, se défait, se refait.
et qui, comme vous disiez, finalement, dans une certaine mesure, ne reste ou ne demeure que vis-à-vis de l'art. Et avec sa petite expo à la fin, j'ai adoré la petite expo à la fin parce que on a vraiment l'impression qu'en effet, c'est sa façon de survivre. Alors, Stéphanie Roland, c'est une. Donc nous, quand on a fait le film, on a tout de suite voulu que ce soit des véritables œuvres qui soient montrées dans le film. On ne voulait pas du tout, par exemple, demander à la déco de faire des fausses œuvres. Ça nous paraissait, enfin nous pour ce film-là, ça ne nous paraissait pas juste. Du coup, on avait besoin d'une artiste qui allait exposer pour le film. Et donc Stéphanie Roland, c'est une amie qui est photographe et plasticienne. Et donc elle a monté l'expo juste pour le tournage. Et en fait, on avait besoin qu'elle soit en train d'expliquer une installation pour la scène du début. Et elle nous a expliqué, elle nous a montré cette installation qui s'appelle Dead Star Funeral. Et du coup, quand elle nous a expliqué ce que c'était, on s'est dit, mais c'est tellement, ça répond tellement au propos du film qu'il faut qu'on l'utilise et qu'elle serve à chapitrer. Parce que ça nous paraissait juste c'est vraiment c'est des constellations photographiées par la NASA qui sont imprimées sur un papier un peu soluble, avec une chimie particulière, et du coup les particules de papier se désagrègent, et voilà, quand elle met la main, ça fait une nouvelle constellation, mais avec les particules de papier. On se disait, mais c'est tellement juste dans l'idée de perdre quelque chose, de perdre l'idée qu'on a de son parent, mais en fait de retrouver un autre lien, que voilà, on a décidé ça. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé votre film, je vous remercie. J'ai une question qui est un petit peu à côté du film, c'est que dans le générique de fin, vous remerciez les spectateurs tests. C'est quoi les spectateurs tests ? Alors nous, quand on monte le film, tous les mercredis soirs, on prend 4 personnes, et ces 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes, et 2 personnes des métiers du cinéma, 2 personnes pas du tout des métiers du cinéma, et on montre là où on en est. Et donc c'est à 19h, comme ça on regarde pendant 1h30 le film, et puis ensuite on dîne ensemble, et on parle pendant 3 heures. On parle de ce que les gens ont vu, de comment ils ont vécu les personnages, de comment ils ont vécu l'histoire, et ça nous donne, c'est extrêmement précieux pour nous parce que ça nous donne ça nous donne une conscience de ce que le public reçoit, parce que forcément nous on a tellement de matière, et on a tellement entre notre situation personnelle, toutes les choses qu'on a écrites, toutes les choses qu'on a tournées, toutes les choses qu'on a montées, on a besoin d'avoir un petit baromètre, quoi, en fait le film au jour d'aujourd'hui, voilà ce qu'il renvoie, voilà ce qu'on en comprend. Et voilà, donc on fait ça très régulièrement, une fois par semaine, pour être renseigné sur ce cas-là. Donc c'est ça, pour nous, une spectatrice test ou un spectateur test. C'est par rapport à Vivaldi, on ne s'en lasse pas. Et apparemment, vous ne vous en lassez pas non plus. Comment sont venues les 4 saisons? Il y a peut-être une raison particulière. Alors en fait, nous, quand on a monté la maquette du film, donc le brouillon, on a beaucoup utilisé la musique de Nils Fram, qui est donc la musique que vous entendez très régulièrement. L'autre, il y a les 4 saisons qui sont très présentes, et il y a ces compositions de Nils Fram qui sont cette musique par nappe électronique qui arrive régulièrement. Et donc on avait construit beaucoup la maquette autour de ça. Et Vivaldi, on avait envie de le mettre parce qu'en fait, dans la vraie vie, la personne qui nous inspire s'est mise à écouter Vivaldi à fond dans sa voiture, et c'était vraiment cette chose du réel, de la vraie expérience. On s'est dit ça aussi c'est quelque chose qui a été interprété, qui a 1000 variations, qu'on peut montrer sous plein de jours différents, parce qu'il y a les différentes saisons, mais ensuite il y a aussi tous les différents orchestres et tous les différents solistes qui ont interprété l'œuvre. Et du coup, nous, on a fait un gros travail pour trouver pour chaque moment. Il a fallu tout décortiquer, quoi. On a vraiment écouté des dizaines d'interprétations différentes des 4 saisons. Et d'ailleurs, c'est toujours des interprètes différents. C'est toujours des ensembles différents, et c'est toujours des solistes différents dans les morceaux que vous entendez dans le film. C'est aussi une musique qui permet de créer un lien, le lien dont on n'a pas forcément plus parlé entre l'aide-soignant et la mère, avec cette scène où, moi en tout cas je me disais qu'elle allait peut-être rejeter, et qui peut-être est symptôme d'un de ses changements, ou d'une de ses, je sais pas quoi, où il lui fait écouter les 4 saisons en hard rock, en heavy metal, pardon, je vais être précise.
Voilà, enfin, c'était juste un ajout. Ouais, en fait, nous, ce qu'on voulait dans cette scène, c'est montrer qu'en fait, Suzanne, elle essaie toujours de réveiller l'artiste en chacun, quoi. Et que Kevin, ça l'embête qu'il soit pas un artiste et qu'elle va aller jusqu'à l'endroit où il y a un point d'accroche et où elle peut le remettre à sa guitare électrique du groupe de métal où il a joué peut-être pendant un an quand il avait 18 ans, quoi. Mais il y a vraiment ce truc de vouloir toujours alimenter ça chez les autres. Et donc c'est ça qu'on voulait montrer sur leur relation. Puis Vivaldi, voilà, la 4 saisons, en fait, ce qui est génial dans ce morceau, c'est que c'est tellement populaire et qu'en même temps c'est tellement brillant. Enfin, il y a quelque chose de fascinant, c'est pour ça qu'on l'écoute toujours des centaines d'années après. Lui, pour le coup, c'est une reprise qui fonctionne très bien avec une guitare de heavy metal, enfin, à mon avis en tout cas, ce qui n'est pas le cas de tous les morceaux baroques. Est-ce que vous pensez qu'il y a que vous pouvez en faire quelque chose, des suites, vous en servir je sais pas, comme document, comme, je sais pas, auprès de certaines... ce qui s'est passé pour le moment... ce qui s'est passé pour le moment de choses de cet ordre-là, nous on est un peu arrivé au bout de... Enfin, nous, on a fait ce film, mais maintenant, ce qui se passe, c'est que, par exemple, en Belgique, qui est la nationalité du film, la Ligue Alzheimer est néerlandophone et francophone, veut s'emparer du film pour travailler, pour en faire des groupes de discussion avec les aidants, avec les proches. Donc il y a déjà, en tout cas en Belgique, où le film est déjà sorti, des demandes pour utiliser aussi le film à des fins plus précises, quoi. La Belgique est très en avance sur tout ce qui est problème psy, ça aide à la personne beaucoup plus avancée. En fait, je ne connais pas vraiment dans le détail, mais oui, on me dit beaucoup ça. Ensuite, voilà, nous, on n'est pas du tout dans le monde médical, donc notre expérience du monde médical, elle provient vraiment de cette expérience-là, c'est-à-dire des gens à qui on a eu affaire, des neurologues, des psys, des assistants sociaux, des gens qui sont venus, qui sont intervenus dans notre cas personnel. Et la performance de l'actrice qui joue Suzanne, elle est assez exceptionnelle parce que ça doit être très très compliqué de faire ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a... je pense que c'était elle qui était comédienne ou pas? Oui. Est-ce qu'elle a joué... Oui, Jo Deuzer, elle a fait un tout petit peu de cinéma. Nous, on l'avait vue dans 1 ou 2 films avant, mais c'est une comédienne qui travaille énormément au théâtre en Belgique. Ouais. Oui, et du coup, elle s'est imprégnée, elle est dans des hôpitaux psychiatriques, des choses comme ça, ou elle a réussi à trouver son personnage? Non, elle a travaillé avec nous, elle a travaillé aussi avec des enregistrements qu'on avait de la personne malade que nous on connaissait, et elle s'est débrouillée comme ça. Merci beaucoup Anne, merci à tous et à toutes. Merci à vous d'être venus voir le film. Et merci à Bénédicte Arizona Distribution qui nous a permis d'organiser cette avant-première. Le film sort le 10 novembre, ici notamment, et voilà, je l'annonce à Distribution, c'était un petit peu déjà calé. Vraiment, je pense que ça vous a plu, parlez-en autour de vous, incitez tous et toutes à aller le voir dès les premiers jours et les premières semaines de sa sortie, c'est très très important pour nous, pour les films, etc. Je vous remercie pour tout ça et merci encore Anne de ta présence et de ton film. Très bonne journée.